Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions alimentaires et gastronomiques. Questions alimentaires et gastronomiques, collection dirigée par Kilian Stengel. Cette collection d'ouvrages culturels, économiques, historiques, sociologiques, anthropologiques ou techniques contribue au progrès de la recherche et de la réflexion sur les cultures alimentaires et gastronomiques. Ouverte sur le monde, elle permet de mieux comprendre les rapports entre l'homme et son alimentation. Ici, il n'est pas seulement question de cuisine, on se positionne à la frontière de ce qui rapproche ou sépare l'alimentation de la gastronomie, les représentations du bon et du bien manger, le patrimoine et l'authenticité, le terroir et les identités alimentaires. Autant d'imaginaires qui hantent nos assiettes comme nos verres. Dernière parution. Hélène Hamana, L'alimentation en France, étude de l'évolution de l'alimentation et de son influence sur la société française contemporaine, 2018. Kilian Stengel et Pascal Taranto dire, Futurophagie, penser la cuisine de demain, 2018. Norbert Latruffe, Vignes et vins magiques et éternels. Nouveau regard sur l'histoire, la science et la culture, 2018. Jean-Baptiste André, Penser l'art de la cuisine, le discours philosophique et le discours gastronomique entre histoire, esthétique et politique, 2018. Nadine Franjusadenis, dire, Soif de nature, 2018. Nadine Franjusadenis, dire, Communiquer autrement le vin dans l'imaginaire, 2018. Nadine Franjusadenis, dire, L'origine fait-elle vendre le vin, 2018. Virginie Masdoua, Alimentation saine, faire son choix, 2018. Pierre Silberzahn, Le blues du carnivore. L'homme et la viande des origines à nos jours, 2018. Kilian Stengel et Thibaut de Saint-Paul, dire, Les enjeux sociaux des cuisines du futur et alimentation de demain, 2017. Introduction. Par Kilian Stengel. Cet ouvrage collectif est consacré à la symbolique du genre, féminin comme masculin, par ses divergences et convergences, par ses diversités et complémentarités, dans les filières des différents métiers de bouche comme dans la vie ménagère. La manière par laquelle ces symboliques investissent les sphères gastronomiques et, parfois, les poussent à se confronter est également abordée. Cet opus permet spécifiquement d'effectuer une analyse de la symbolique de la femme comme de l'homme en milieu agricole et viticole, soulignant au passage l'image de l'agricultrice d'hier et celle d'aujourd'hui, précise les représentations offertes aux genres féminin et masculin dans le secteur de la restauration commerciale ou en sommellerie, et souligne la légitimité de la professionnelle des métiers de bouche, boulangère, bouchère, poissonnière, charcutière, etc., comme du professionnel au masculin, voire de la modélisation de leur rôle commercial en qualité d'épouse de commerçant ou la qualité d'époux au foyer. L'homme au fourneau des cuisines des grands restaurants est aujourd'hui associé à de grands noms féminins. Notre attention se porte essentiellement sur les formes variables de la représentation du genre dans ces domaines d'activité, sur les actes ou les conduites professionnelles comme sur les modes et conduites alimentaires individuelles ou communautaires. Le projet de cet ouvrage est de faire apparaître les différences, les évolutions et les permanences, perçues en termes de représentation du genre en cuisine. On s'intéresse plus particulièrement au phénomène du genre féminin au travers de sa culturalité, de ses mécanismes, comme au regard de sa mutation générationnelle ou géographique. Ces éléments d'analyse sont ici pour donner des éléments de lecture et pistes de réflexion, mais en aucun cas pour enfermer le sujet dans des représentations définies et stéréotypées. Les auteurs de ce livre ont eu toute latitude d'aborder les sujets qui leur plaisaient autour du genre, et du fait culinaire ou alimentaire. Parmi toutes les approches, nous vous laissons entre les mains ces contributions originales pour appréhender les femmes-hommes, modes d'emploi du genre en cuisine, et pour vous donner une vision du sujet à différents niveaux de granularité, des approches les plus directes aux aspirations les plus élevées. Préface, une cuisine au féminin. Par Fatéma Al, chef cuisinière, restaurant La Mansouria, Paris. La cigarette à la main, elle sirotait un café à la terrasse d'un bar. Cette phrase simple suffit au Maroc pour signaler une anomalie. Le signe que quelque chose ne tourne pas rond, c'est elle, c'est le féminin. Un île n'aurait fait froncer le sourcil de personne.
En l'occurrence, elle, ce n'était pas n'importe quelle femme, c'était Bent el-Caïd, la fille du caïd. C'est une folle, la pauvre, murmuraient les gens sur son passage. Personne ne connaissait son prénom. Elle fumait, parlait aux hommes, elle parlait toute seule. Mais pourquoi l'appelait-on la fille du caïd? Les uns disent qu'elle venait d'une famille très riche, que son père était caïd. Les autres disaient qu'elle était fière et méprisante, comme le sont toutes les filles de caïd. On la plaignait mais on la respectait, ni femme ni homme, elle était libre comme l'air. Sa folie la mettait à l'écart de la société des femmes et de ses contraintes. Heureuse folie peut-être. Mais comment vit-elle? Où trouve-t-elle l'argent pour acheter ses cigarettes? Pour s'offrir des cafés tous les jours? Demandaient toutes les petites filles à leur mère qui invariablement répondait: retrousse tes manches et fais la vaisselle. Si tu ne veux pas devenir comme elle, apprends à tenir une maison, à faire la cuisine. Au Maroc, la cuisine est une affaire de femme. Et la condition sine qua non pour accéder au statut de femme. Les hommes sont exclus des cuisines. En dehors de la maison, c'est différent. Les hommes sont les cuisiniers du Makhzen, le palais royal. Les caïds, pachas et hauts dignitaires ont souvent à leur service des cuisiniers. Dans des domaines très particuliers, les hommes font la cuisine. C'est l'extérieur, là où les femmes ne vivent pas. Sauf peut-être les filles folles du caïd. Mais les merveilleuses recettes qui illustrent aujourd'hui le grand art culinaire marocain sont nées dans la main des femmes. Femmes modestes qui, comme partout, préparent la cuisine au quotidien pour toute la famille. Cette cuisine-là, la cuisine maternelle, est la plus émouvante. Elle est faite de gestes qu'on copie consciencieusement avant de s'affranchir du modèle, pleine de saveurs, de parfums qu'on n'oublie jamais et qu'on recherche toute sa vie quand à son tour on prépare un plat. Ainsi se transmet, se transforme, l'héritage culinaire marocain génération après génération. Mais il serait trop simple de réduire ce patrimoine à la transmission linéaire purement intime et familiale. Il n'y a pas si longtemps à Fès, Rabat ou Marrakech, les noms des grandes cuisinières étaient parfaitement connus du public. Pour être chef d'un guide Michelin sans étoiles, elles n'en étaient pas moins de véritables stars. Avec leurs grandes spécialités et leurs petites manies. Ces femmes, ce sont les dadas. D'où viennent-elles, ces gardiennes du foyer, ces femmes à peau noire qui connaissent sur le bout des doigts tous les secrets de la cuisine marocaine? Sujet tabou, les dadas vivent dans la face cachée du Maroc. Leur existence même touche un point sensible de notre société, l'esclavage. On raconte que leurs lointaines aïeules ont été ramenées des terres de l'ancien Soudan conquis par le royaume chérifien. Au XVIIe siècle, le sultan Moulay Ismaïl a recruté au Sahel jusqu'à 150 000 esclaves qui constituèrent la garde noire chérifienne. Les femmes, elles, devinrent domestiques et demeurèrent dans les maisons. Beaucoup furent concubines, quelques-unes prirent le statut d'épouse, d'autres furent affranchies. Dans la Fès impériale, il arrivait que les hommes de grande famille choisissent comme quatrième épouse une dada. Leur tâche? Veiller sur les enfants et diriger la cuisine, deux postes clés dans une société dont l'organisation est centrée autour de la cellule familiale. Les enfants qu'elles eurent de leur époux et maître furent souvent reconnus et portèrent le nom de leur père. Saura-t-on jamais pourquoi elles sont appelées dadas? On a émis l'hypothèse que ce sont les enfants qu'elles élevaient qui leur ont donné ce petit surnom affectueux. Mais cette syllabe redoublée pourrait tout aussi bien appartenir au lexique familial d'une langue africaine, un synonyme de tata pour distinguer la mère de sang et la mère de lait. Il est difficile de reconstituer l'histoire des dadas. Celles que j'ai rencontrées ne parlent qu'à contre-cœur de leurs racines. Parce qu'elles ne se souviennent plus, parce qu'elles s'en souviennent très bien. Parce qu'elles ne peuvent retracer avec précision une épopée remontant à 2 ou 3 générations, parce que l'écriture n'a pas conservé leur curriculum vitae, parce que la mémoire s'est enlisée durant leur voyage dans les dunes du Sahara. À quelques exceptions près, les voyageurs étaient masculins. Ils n'ont pas pu pénétrer dans l'univers intime des femmes. On ne visite pas les cuisines. Avec le temps, les dadas sont devenus les porte-paroles silencieuses de la gastronomie marocaine. Quand on parle de la grande cuisine, on finit toujours par évoquer le nom d'une dada. Autrefois, les affranchis faisaient partie de la corporation des cuisiniers. Souvent, elles étaient les spécialistes reconnus d'un plat ou d'un style culinaire, et il y avait toujours une cuisinière réputée qui venait préparer la cuisine lors des grandes occasions. Pour les mariages, les baptêmes, on faisait appel à elle.
Elles avaient des assistantes et pouvaient officier de manière indépendante. Quand elles arrivaient avec leur marmite, elles s'installaient quelques jours dans la famille. D'autres esclaves, épouses ou concubines, vivaient au sein du foyer. C'est ainsi qu'elles sont devenues les mères nourricières de tout un pays. Au fond de notre impasse habitait Kalti-Zara, qui n'avait jamais pu avoir d'enfant. Elle ne préparait jamais la cuisine, comme si la stérilité lui interdisait de toucher aux aliments, comme si nourriture et maternité allaient de pair. Je ne peux m'empêcher d'opposer le rôle des dadas, nounous et cuisinières au douloureux destin de Kalti-Zara, qui n'a eu la chance d'alimenter une famille. Double sens de la chair. J'ai rencontré des cuisinières, les dernières de cette génération. L'une était dada, l'autre pas. Elles étaient issues des deux maisons réputées pour leur faste culinaire. Dar el Makri à Fès et le palais du Pacha El Glaoui à Marrakech. Lorsqu'à l'occasion de l'ouverture de mon restaurant La Mansouria, j'ai recherché une chef cuisinière, c'est fou le nombre de femmes que j'ai rencontrées et qui avaient toutes travaillé dans les cuisines du Pacha. Même une jeune femme de 25 ans qui ignorait sans doute qu'elle était née l'année même où El Glaoui a été déposé. Ces grandes cuisinières enseignent aujourd'hui à l'école hôtelière du Palais Royal Touarga et sont l'unique exemple d'une transmission des savoirs culinaires par l'école. Les dadas s'éteignent les unes après les autres. Leur savoir s'efface. J'en suis triste parce que la mémoire culinaire du Maroc vacille, et nous n'avons pas assez écouté ces femmes. Mais j'en suis aussi heureuse parce que leur disparition, aussi inéluctable soit-elle, inaugure l'émergence d'une société plus juste. Lala Keira, notre voisine, agaçait ma mère par son incroyable sentiment de sérénité qu'elle dégageait. Toujours posée, je n'ai jamais vu perdre son calme, sauf le jour où elle apprit que Ami El Ghazi, son mari, en avait épousé une autre. Mais cela, c'est une autre histoire. Elle avait une façon extraordinaire de toucher les gens. N'est-ce pas elle qui massait les nouveau-nés pendant 7 jours avec un mélange d'huile d'olive et de henné tout en me disant « N'oublie jamais, Fatima, que l'enfant en naissant est encore plus là que sa maman. » Par son regard bienveillant sur le monde et les gens qui l'entourent, elle reste pour moi un être exceptionnel. Elle donnait l'impression de n'être là que pour vous écouter. Je ne peux pas parler d'elle sans émotion. Aucune herbe, aucun parfum n'avait de secret pour elle. C'était comme jouer avec les épices, les couleurs, les saveurs des ingrédients qui tombaient dans ses mains. Elle excellait dans la confection des remèdes médicinaux. Elle redonnait des forces aux femmes qui venaient de mettre au monde un enfant avec son fameux pigeonneau au ras el hanout. On avait envie d'avoir un enfant, rien que pour avoir goûté son bouillon aux merveilleuses propriétés. Un livre, me dit-elle pensive. Sur nous ? Ce n'était pas la surprise que je lisais dans ses yeux quand je lui parlais de mon projet, mais une lueur un peu moqueuse. Une libre, c'est une affaire sérieuse, Fatima. Petite, ronde, les traits gracieux, elle a su garder jusqu'à plus de 90 ans son regard d'enfant toujours émerveillé par ce qu'elle voyait autour d'elle. Nous, jeunes écoliers ignorants et insolents, nous nous moquions d'elle quand elle soignait la rougeole d'un nouveau-né avec son fameux plat de lentilles à la tête de chèvre. Elle habillait l'enfant en rouge de la tête aux pieds et le maintenait bien au chaud et nous, du haut de notre morgue, nous l'appelions Petit Chaperon Rouge. Oui, Lala, je suis revenue vers toi pour écouter toutes les histoires que je n'avais pas voulu entendre à l'époque. La cuisine de ma mère. Même quand elle reçoit l'aide d'un dada, la maîtresse de maison reste souveraine dans sa cuisine. Il est des secrets inviolables transmis de mère en fille par la seule parole à l'abri des regards et des oreilles d'autrui. Toute notre société repose sur l'oralité. Pas de livres ou de carnets de recettes comme en Occident. Nos livres à nous se feuillettent dans nos mémoires grandes ouvertes. Dès l'âge de 7 ou 8 ans, la petite fille s'initie au savoir culinaire. Autrefois, la transmission passait plus aisément puisque les filles ne fréquentaient pas l'école. De nos jours, la journée ne s'écoule plus exclusivement à la maison. Certes, on ne le regrette pas, mais on a moins le temps d'observer, d'apprendre les gestes indispensables pour devenir un bon ou une bonne cuisinière. Ma mère, les manches retroussées, la robe relevée jusqu'aux genoux, un foulard retenant la cascade de ses boucles couleur de feu, son tatouage en forme de losange dessiné sur le dos de sa main droite, ce losange qui me rappelait mon gâteau préféré, le makrout, et me ramenait à l'autre losange sur la main de Kalti Yamina, la tante qui avait élevé maman Mansouria. Je ne pardonnerai jamais à Kalti,
de m'avoir empêché d'aller à l'école. Ah, si seulement j'avais pu apprendre à lire et à écrire, ma vie aurait été différente, regrettait souvent ma mère. Quant à ma sœur, elle lui faisait le même reproche. Et voilà que toutes les deux reprochaient à l'institution sa mauvaise influence sur moi, qui avait la chance de m'y rendre tous les jours. Elles répétaient à qui voulait les entendre: si j'ai un conseil à donner aux mères, c'est de ne pas envoyer leurs filles à l'école. Regardez ce qu'elles deviennent, des fainéantes qui ne savent même pas faire la cuisine. Mais le plus souvent, même les petites filles qui allaient à l'école se doivent d'apprendre à faire la cuisine. Au moment où la jeune fille devient femme, il est temps pour elle de se marier. Sa destinée est désormais liée à la famille de son époux. Dans la maison du marié, la rivale la plus dangereuse pour l'épouse n'est autre que sa belle-mère. La jeune femme devra subir un réapprentissage de la cuisine avec la mère de son mari, qui jamais ne pourrait reconnaître la supériorité de l'autre famille. Avant d'être un mari, un homme est un fils. Et la référence culturelle de base pour chacun d'entre nous, c'est le goût de la cuisine maternelle. La cuisine peut être une cause de divorce. Ne riez pas, cela s'est déjà vu plus souvent que vous le croyez. Sans atteindre de telles extrémités, le lien du fils avec sa mère interfère constamment dans les rapports du couple. Et même si les nouvelles cuisinières ne sont plus aussi soumises qu'autrefois à leur belle-mère, il reste qu'une bonne part de la séduction féminine repose sur l'art de maîtriser les bons petits plats. La cuisine, cuisine d'amour, cuisine de plaisir, cuisine d'instinct devient un enjeu affectif des plus importants. Mais la société évolue. Les femmes aspirent à autre chose qu'à rester dans leur cuisine. Cette activité n'occupe pas une place moins fondamentale qu'hier, mais le mode de transmission classique est bloqué. C'est pourquoi il faut maintenant se tourner vers les mémoires des traditions culinaires, les dadas. Et aussi écrire nos livres de cuisine avant que les recettes et les savoirs d'antan disparaissent à tout jamais. Notre cuisine, une des plus raffinées au monde avec les gastronomies françaises, italiennes et chinoises, reste confidentielle au contraire des autres cités qui sont surreprésentées dans les restaurants en Europe ou en Extrême-Orient. Elle se cantonne à la famille, jalousement gardée par la maîtresse de maison. À Fès, Marrakech ou Rabat, s'ouvrent aujourd'hui quelques grandes tables. Ces villes ont compris que la cuisine fait partie du patrimoine culturel du Maroc, que les touristes ne se contentent plus de bronzer sur les plages, de visiter les monuments ou d'explorer les souks. Ils veulent aussi pouvoir goûter ces plats merveilleux dont la réputation dépasse les frontières du royaume chérifien. Mais chez nous, on mange à la maison. Il est encore difficilement concevable d'inviter un hôte de marque au restaurant. C'est à la maison et seulement là qu'on reçoit ses amis, sa famille ou ses proches, quitte à faire appel au service d'un dada ou d'un traiteur. Il y a quelques décennies, les écoles hôtelières n'existaient pas, et le seul endroit où l'on pouvait former les cuisinières de demain reste la demeure familiale. Les métiers de bouche au Maroc sont encore occupés par les femmes, à l'opposé de l'exemple français où la grande cuisine, à l'instar de la haute couture, est dominée par les hommes. Allons-nous suivre une évolution similaire où les mères, telles la mère Brasier à Lyon, ont été déposées par les hommes? Actuellement, pour combien de temps encore? Les femmes marocaines dirigent les cuisines des restaurants dont les propriétaires sont des hommes. À l'exception de quelques-unes qui ont pignon sur rue à Rabat et à Casablanca, ouvrir un restaurant pour une femme, c'est empiéter sur un domaine masculin par excellence. Il ne reste plus que l'alternative de travailler dans une cuisine ou pour un traiteur. À moins qu'elle ne s'expatrie à Paris, Londres ou New York, faisant découvrir à d'autres les merveilles de notre cuisine. Comme on a coutume de l'entendre, nul n'est prophète en son pays. Chapitre 1 Cuisiner. Diktat machisme en gastronomie, les stéréotypes ont la dent dure. Par Kilian Stengel, enseignant et chercheur à l'Université de Tours, Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Nombreux sont les changements depuis 2 siècles, qui ont bouleversé et recontextualisé les façons de manger. En effet, l'industrialisation, l'urbanisation, l'agriculture productiviste, le travail des femmes, l'élévation du niveau de vie et bien d'autres choses encore ont participé à modifier le repas des Français. Au XIXe siècle, on ne va pas dans tous les restaurants accompagné de sa femme, certains restaurants sont des espaces masculins tels que les clubs réservés aux hommes, voire des lieux de libertinage.
Certains ouvrages de cette époque indiquent à la femme bourgeoise comment être une maîtresse de maison parfaite, représentative du moment sur la façon dont doit être tenue sa cuisine. Ce modèle de lecture sociétale définit bien les motivations de ces temps anciens. La cuisine des foyers doit être parfaitement propre et être pensée pour en faciliter le ménage. On associe les deux tâches ménagères, entretien des lieux et cuisine, comme le cœur de l'activité de la maîtresse de maison qu'elle manage via ses domestiques. Dans les années 1930, le Salon des arts ménagers est présenté, non pas comme un lieu qui réfléchit à l'évolution des familles, mais à l'évolution du travail de la femme au foyer. Un choix communicationnel qui au XXIe siècle ferait bondir. Un pas à droite vous cuisez, un pas à gauche vous lavez, dressez le bras, voici la réserve d'épicerie, baissez-le. La viande est au frigorifique, nous dit Paulette Bernèche dans son ouvrage « Le décor d'aujourd'hui » en 1946. En France, cet auteur sera l'une des premières personnes à diffuser cette idée de science du geste avec son ouvrage de la méthode ménagère publié en 1928, mais c'est à une Américaine que l'on doit ce concept, Catherine Baker qui en 1869 met pour la première fois en avant l'idée que l'organisation est primordiale dans la vie de toute femme. Cette Madame Proprette, comme on nomme la ménagère d'après-guerre, s'habille d'une blouse enveloppante, porte une paire de gants en caoutchouc, un foulard sur la tête et met des chaussures souples à talons plats. Madame Proprette est souriante, sa cuisine est heureuse, sa maison toujours nette et reluisante. Extrait d'un article paru dans le numéro 7 de l'encyclopédie Elle. Cette idée de cuisine laboratoire, où chaque geste doit être prévu et minuté, ne plaît pas à toutes les femmes. Elles ont en effet l'impression de n'être que des automates programmés pour faire les repas et le ménage. C'est alors l'entrée de la cuisine dans l'ère industrielle. On la considère à ce stade comme un endroit de rendement à l'instar d'une usine. Enfin, à partir des années 1950, bien que les esprits sur la place du genre en cuisine ne soient toujours pas ouverts, la cuisine va s'ouvrir. La femme qui rentre chez elle le soir après le travail, à l'instar de son époux, a le désir de pouvoir discuter avec sa famille, partager les événements de la journée avec eux, et elle veut pouvoir le faire tout en préparant le dîner. Adieu les cuisines haussmanniennes. La maîtresse de maison ne veut pas avoir, après une longue journée de travail, à s'enfermer dans une petite pièce close à tout contact extérieur. La cuisine va donc entrer au cœur de l'habitation et se rendre plus agréable. C'est entre autres la mode des cuisines à l'américaine, ouverte sur le salon et la salle à manger. Lors des dîners en famille bourgeoise, les hommes sont vêtus d'un pantalon noir, d'une cravate et d'un gilet blanc. Les femmes quant à elles ont un corsage à demi décolleté et une jupe à traîne. Les convives sont reçus dans le salon où les attendent les maîtres de maison. Puis, le maître d'hôtel de maison ou le domestique prononce le sempiternel « Madame est servie ». Les hommes se dirigent alors vers la femme qui leur a été attribuée, et dont ils devront s'occuper toute la soirée pour offrir leurs bras. La maîtresse de maison précède les convives pour pénétrer dans la salle à manger. Lorsque tous sont installés, le personnel peut faire le service en commençant toujours par la femme à la gauche du maître de maison ou de la personne d'honneur et par l'homme à la droite de la maîtresse de maison. Ainsi va la préséance paritaire à une table gastronomique. Depuis les années 1980, le repas, la cuisine s'individualise et se déstructure. On privilégie les menus à plat unique, façon de se dégager des codes bourgeois qui ont pendant longtemps régi notre façon de manger. Cette nouvelle façon de manger vient peut-être du fait que la nouvelle génération, née sous l'influence des années 1968, et de l'émancipation de la femme qui refuse de se laisser enfermer dans son rôle de mère et épouse et qui par conséquent rompt avec cette tradition de plats préparés durant de longues heures. Par conséquent, tous les membres de cette génération n'ont pas vu leur mère cuisiner. Or, c'est un des principaux moyens depuis toujours pour les filles et les garçons d'apprendre à se nourrir. Par conséquent, les nouvelles générations se sont parfaitement habituées à ces nouveaux modes alimentaires, qui ne demandent pas nécessairement de savoir-faire culinaire, et qui ne mettent pas le repas en première place dans la vie d'une famille. Les publicités culinaires, qui rivalisent d'imagination et de créativité, proposent que l'acte de cuisiner devienne alors un véritable loisir. Sur les affiches, la femme ne fait plus la cuisine par obligation, mais hommes et femmes, au fil des décennies, prennent sur leur temps libre pour cuisiner et en faire profiter leurs proches. Les 2 guerres mondiales et les crises qui s'en sont suivies
ont entraîné de nombreuses évolutions ou du moins de nombreux changements. La crise domestique a poussé les femmes à voir différemment leur rôle de femme en cuisine. Au cours de la Première Guerre mondiale, les hommes étant partis au front, les femmes doivent les remplacer dans leurs activités professionnelles. Il faut toutefois noter qu'il serait faux de dire qu'elles ont commencé à travailler suite à la Première Guerre mondiale, puisqu'au recensement de 1906, une femme sur 2 est active dans le secteur de la couture à domicile ou de la domesticité, 25% des femmes sont ouvrières à l'usine et 1 sur 12 est employée de bureau. Naît alors une époque de crise du personnel de restauration et de service. En effet, les domestiques servantes et cuisinières ont elles aussi découvert le goût de la liberté. Elles préfèrent désormais travailler à l'usine que pour un particulier. Elles ont l'impression de retrouver leur dignité en ne travaillant plus pour les autres, les plus riches, les maîtres, et d'être plus utiles puisqu'elles font un travail de production, d'autant plus que leur salaire est beaucoup plus important. À présent, une bonne cuisinière devient d'un article de luxe, comparable à une automobile de marque, soumis à des ratés, quelquefois capricieux et dont le sacerdotal respect a disparu. Alors, dans les cuisines des restaurants où les femmes deviennent de plus en plus rares, les hommes dressent leurs diktats. Tandis que sous l'Antiquité la fonction de caucus, cuisinier de taverne, est essentiellement masculine, et que la cuisine familiale est une activité féminine ou de domestique, au XIXe siècle le rôle du chef comme du cuisinier se dessine toujours au masculin. La femme au foyer qui cuisine est donc d'autant plus glorifiée dans le monde bourgeois, puisqu'il faut bien quelqu'un pour s'en occuper et que par les temps de pénurie d'après-guerre, les familles ne peuvent pas se permettre de faire des dépenses superflues. Mais la crise du cordon bleu se fait cruelle elle aussi. Cette situation donnera naissance au milieu du XXe siècle aux mères cuisinières, essentiellement mères lyonnaises, 4 mères à Lyon et 6 autres en vallée du Rhône, pour 16 autres disséminées dans le reste de la France. Le surnom de mère en restauration, notamment à Paris, Royat, Lyon, Pont-Aven et dans l'Ain, est parfois utilisé pour désigner des femmes tenant un restaurant, créant ainsi le nom du restaurant qui dans certaines régions est devenu un genre à part. Ce développement de chefs cuisinières est dû démographiquement aux pertes démographiques de la Seconde Guerre mondiale. Alors, si par le passé les femmes apprenaient la cuisine en regardant faire leur mère, leur grand-mère ou la cuisinière, comment peuvent-elles faire aujourd'hui ? La femme d'après-guerre n'a plus le temps, elle va au lycée, fait de plus longues études, se cultive, sort danser ou à l'opéra et ne veut plus être cantonnée à un rôle où elle ne se cultive pas et où on ne la remarque pas. Et une des solutions va être de considérer la cuisine et l'organisation ménagère d'une toute autre manière, en l'occurrence en tant que science et art. Il ne faut pas croire que cuisiner est un acte dénué de réflexion et qui ne réclame aucune intelligence spécifique. Non, bien au contraire, il faut avoir de solides bases scientifiques et connaître la composition des aliments pour savoir allier goût et santé et ce pour toute sa famille. Cette idée est très présente en introduction des livres de cuisine. Pour exemple, Édouard de Pomian souligne au début du XXe siècle que la femme se croit déshonorée par la préparation alimentaire. Les cours de cuisine raisonnée vont alors se mettre en place dans les années 1920 pour que les femmes puissent acquérir toutes les connaissances nécessaires à ce domaine. Dans le fascicule qui présente les cours, un des professeurs émet l'idée que la femme qui acceptera de s'intéresser à la cuisine en tant que science sera très importante et qu'elle aura un rôle dans la société à la fois sanitaire puisqu'elle apprend ce qu'il faut pour garder ou recouvrer la santé, selon l'âge, le sexe, l'activité ou la maladie mais aussi un rôle social. Il dit en effet que grâce à cela, l'homme va devenir meilleur, grâce à un meilleur rendement de travail et une diminution des conflits sociaux. En effet, en 1 siècle et demi, la France a connu plus d'évolution et de progrès que jamais, apportant au restaurant comme au foyer une notion nouvelle de confort et de bien-être. Ces modifications ont pu se faire si rapidement, grâce aussi à une évolution des mentalités sans laquelle rien n'aurait été possible. Les crises économiques et démographiques, comme les 2 grandes guerres mondiales, ou dans une moindre mesure la crise domestique, poussent la population à s'adapter à de nouvelles façons de faire et de vivre. En effet, les bourgeoises ont dû changer leurs règles et leurs codes, sans quoi elles n'auraient plus été capables de s'occuper de leur famille. Elles ont dû apprendre à cuisiner, et donc à rechercher à travers les nouveautés ce qui pouvait les aider. Et elles ne se sont pas demandé s'il était correct de modifier leurs habitudes, elles y ont été contraintes. De même lorsque la guerre a vidé les villes et les campagnes,
les champs et les industries de leurs hommes. Les femmes ont dû assurer la survie du pays, sans quoi rien n'aurait été possible. Elles ont vu les évolutions techniques puis technologiques, comme une aubaine, diminuant un tant soit peu leur charge de travail. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour arriver à une réorganisation généralisée et un parfait partage des tâches ménagères dans les foyers. Les raisons des évolutions professionnelles liées à l'alimentation comme à la gastronomie sont donc très nombreuses, mais on peut dire que dans l'ensemble, elles ont souvent été mises en place par ou pour des hommes s'il s'agit de la gastronomie, et par des hommes pour des femmes s'il s'agit de l'alimentation, par le biais de quelques industriels novateurs qui ont su comprendre avant les autres les motivations des changements culinaires. Concernant la cuisine du foyer, les mentalités sont malheureusement toujours trop normalisées à l'idée que c'est un domaine féminin et même sous l'action des féministes, ce changement-là se fait très lentement. Il suffit de regarder les publicités. Toutes celles qui ont trait à la cuisine mettent toujours en scène essentiellement des femmes ou s'adressent à elles. Aujourd'hui donc, lentement mais de plus en plus, les hommes s'occupent des tâches liées à la cuisine, et même s'il demeure encore de trop d'inégalités, les femmes ne sont pas encore libérées de toutes ces années où leur place était à la cuisine. Les hommes ont tendance à cuisiner plus par plaisir et loisir, et à ne pas se soucier du ménage et du rangement après. Ils cuisinent pour se détendre, pour leurs amis ou bien pour séduire, mais ils sont encore peu nombreux à s'occuper tous les jours de la cuisine lorsqu'elle prend une allure de corvée. Les féministes ou encore les crises, telles que celle de mai 1968, ont contribué à une évolution notable des mœurs. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, la société française va connaître une véritable transformation des structures sociales. Puisque les modes de vie sont modifiés, les modes de consommation aussi. Les conditions de travail par exemple changent, les femmes qui travaillent sont de plus en plus acceptées, et les industriels alimentaires et techniques s'y adaptent en proposant une large gamme de produits pour leur faciliter la tâche, et afin que l'acte de cuisiner ne prenne plus beaucoup de temps. Les Français se tournent alors, lors de leurs achats, de plus en plus vers des produits transformés. La cuisine, jusqu'ici réservée la plupart du temps aux cuisinières averties, s'ouvre donc à un nouveau public, celui qui n'a jamais réellement appris à cuisiner. À la fin du XXe siècle, on trouve de tout, partout et avec une immense diversité, c'est l'abondance des produits nouveaux, innovants. Tout est bon pour faire gagner du temps à condition bien évidemment de pouvoir payer. Tout se trouve si on a l'argent. Et tout est mis en place pour que les gens consomment. On est entré dans une ère où tout est bon pour faire acheter et consommer. La publicité est omniprésente dans ce domaine. Et cela crée une abondance de discours contradictoires entre la valeur de chaque genre, dans les discours publicitaires comme institutionnels ou politiques, et où quelquefois la notion de genre devient totalement désincarnée voire sujette à débat depuis le mariage pour tous. Toutefois, les Français restent très attachés au prestige de leur gastronomie comme une symbolique culturelle, et ils tiennent à avoir leur note personnelle dans leurs plats. Par conséquent, les industriels laissent toujours une petite note genrée à ajouter à la recette ou à la décoration. C'est une manière encore une fois de déculpabiliser les Français, et de rappeler la part d'identité. Ainsi, les mères et les pères peuvent préparer pour leur famille un repas rapide et équilibré. Nombre de pères effectuent au XXIe siècle la préparation des repas du quotidien, même s'ils ne sont pas encore assez nombreux, sans trop de temps, mais en ayant quand même l'impression d'avoir œuvré, car l'aliment tend vers un risque de déshumanisation si aucune étape de sa préparation ne se fait par un membre de la cellule familiale. Bibliographie. Nora Bouazzzouni, Féminisme, quand le sexisme passe à table, Nourriteur Fou 2017. Élodie Dessolle, Femmes et alimentation à travers la presse Tourangelle, 1950 à 1980, Mémoire de master, Université de Tours, 2008. José Falché, La bière, une histoire de femmes, collection Questions alimentaires et gastronomiques, L'Harmattan 2015. Amandine Faligan, La mise en scène bourgeoise du repas de noces, 1850 à 1914, Mémoire de master, Université de Tours, 2013. Sophie Gauthier, La salle à manger des années 1950 à 1960, La naissance du coin repas dans la salle de séjour, Mémoire de master, Université de Tours, 2009. Maud Pauvrehome,
Evolution des comportements alimentaires de 1850 à nos jours, mémoire de master, Université de Tours, 2009. Édouard de Pomiane, La cuisine pour la femme du monde, édition de la Société du gaz de Paris, 1940. Sophie Raobehariala, La salle à manger durant l'entre-deux-guerres, Reflet de la société, mémoire de master, Université de Tours, 2014. Anthony Rollet, Dire, Les Français à table, Atlas gastronomique de la gastronomie française, Hachette, 1997. Kilian Stengel, Dire, Les gestes culinaires, mise en scène de savoir-faire, Col. Questions alimentaires et gastronomiques, L'Harmattan, 2017, 190p. Anne de Vialbarlow, Evolution et aménagement de la cuisine de 1947 à 1989. Mémoire de master, Université de Tours, 2008. La cuisine professionnelle, un métier d'homme? Patricia Marie, docteur en sociologie de l'Université de Bourgogne. Les anthropologues s'accordent pour dire que la division sexuelle du travail est à la fois présente dans toutes les sociétés répertoriées dans le temps et l'espace, et qu'elle a pour caractéristique l'assignation prioritaire des hommes à la sphère productive et des femmes à la sphère reproductrice ainsi que simultanément, la captation par les hommes des fonctions à forte valeur ajoutée, politiques, religieuses, militaires, etc. L'activité culinaire n'échappe donc pas à cette forme de division du travail dérivant des rapports sociaux de sexe. Aux femmes, la cuisine ménagère et domestique, aux hommes, l'art culinaire et la cuisine commerciale. Toutefois, on aurait pu imaginer que si la division sexuée du travail professionnel reflète la division sexuée du travail familial, la pratique professionnelle de la cuisine devienne un métier typiquement féminin. Mais ce serait oublier qu'il suffit, comme le rappelle justement Pierre Bourdieu, que les hommes s'emparent de tâches réputées féminines et les accomplissent hors de la sphère privée pour qu'elles se trouvent par là même ennoblies et transfigurées. En ce sens, tout métier, quel qu'il soit, se voit d'une certaine façon qualifié par le fait même d'être réalisé par un homme. Dans ce contexte, il nous semble alors possible de considérer que la compétition entre hommes et femmes pour le statut de cuisinier est liée à l'importance donnée à la distinction entre cuisine domestique et cuisine professionnelle, aux valeurs symboliques et aux représentations sociales qui les définissent. D'un côté, il y aurait ce que nous appelons la production de chefs cuisiniers et de l'autre, la transmission de savoirs domestiques permettant aux femmes d'accomplir leur devoir familial. L'accès limité des femmes à l'exercice de la cuisine professionnelle ne peut donc se comprendre sans analyser la construction sociale du métier de cuisinier comme masculin, c'est-à-dire accompli majoritairement par des hommes. Ce qui nous amène à la question suivante. Les femmes qui accèdent au métier de cuisinier, profession qualifiée de typiquement masculine, ont-elles incorporé ou adopté des attitudes dites masculines, autrement dit, se sont-elles dispositionnellement masculinisées, ou bien sont-elles parvenues à exercer ce métier tout en conservant voire en imposant des manières ou aptitudes socialement perçues comme féminines? C'est ce que nous verrons plus loin. Dans la première moitié du XIXe siècle, il ne semble guère possible de pouvoir parler de métier de cuisinier, puisque les cuisiniers ne forment ni un groupe social à part entière ni une profession établie. Ils sont pour ainsi dire des inconnus parce qu'ils n'ont ni réelle identité, ni existence sociale propre. La plupart d'entre eux sont effectivement des domestiques ou des employés au service de maisons bourgeoises ou de restaurants. Dans les années 1880 à 1890, les cuisiniers élaborent donc des stratégies de groupe pour faire reconnaître leur activité non seulement comme un art, mais aussi comme une profession, à l'instar des professions libérales qui leur servent de modèle de référence. Pour ce faire, ils s'accordent sur la nécessité d'améliorer la formation de base et sur le contrôle de l'accès à la profession. Simultanément, ils évincent les femmes de la pratique du métier et de l'accès à son apprentissage, ces dernières étant considérées comme inaptes à la pratique de l'art culinaire tel qu'ils le définissent, c'est-à-dire qui consiste à la création de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.